Alors, on continue quand même à passer en revue les traditions de la fête du Petit Bayram. Tout le monde est à la quête du dernier jour. Cette année, le mois de Ramadan sera au nombre de 29. Les jours du mois de Ramadan seront au nombre de 29. Durant les années précédentes, Ramadan était formé de 30 jours. Cette année, il s'agit uniquement de 29 jours. Donc, tout le monde est à la quête de la fête, de l'ambiance de fête. On garde quand même les décorations, les lanternes du mois de Ramadan durant les quelques jours de fête. Et il y a des gens qui procèdent de nouveau au jeûne durant le deuxième et le troisième jour de la fête du Petit Bayram, parce qu'il y a ce qu'ils appellent les 6 jours de jeûne blanc, c'est-à-dire 6 jours supplémentaires qu'on commence. Pour ceux qui veulent, évidemment, aucune obligation parce que ça ne fait pas partie des préceptes religieux obligatoires. Ils peuvent commencer à partir du deuxième jour de la fête du Petit Bayram. Alors, il y en a qui préfèrent attendre, ils ont tout un mois pour le faire. Il y en a qui préfèrent attendre quand même de profiter de la fête. Et il y en a qui veulent commencer pour dire, nous avons établi un système, ça y est, au niveau de l'alimentation. Donc, on voudrait garder le même système. Et ils disent, entre parenthèses, avant d'oublier le jeûne. Voyons les détails concernant les traditions, les mœurs et les coutumes des Égyptiens durant la fête du Petit Bayram. Au cours de la troisième dizaine des jours du mois du Ramadan, il faut penser à préparer la fête du Petit Bayram en achetant les vêtements et les chaussures et en confectionnant les karks et les biscuits, éléments indispensables de la fête. Le kark est un petit gâteau rond, souvent fourré avec de la pâte de date ou d'amande et saupoudré avec de la farine de sucre. Le biscuit est un simple gâteau de forme rectangulaire et plus ou moins long. Il est toujours très léger à manger. Ces gâteaux sont spéciaux, faits du Petit Bayram pour les musulmans et de Noël pour les chrétiens. Tous doivent en offrir obligatoirement à leurs visiteurs venant leur présenter leurs vœux de fête. Ils en offrent aussi à leurs parents, à leurs amis et à leurs voisins musulmans ou chrétiens. Ces cadeaux en général ne sont pas confectionnés dans les familles qui sont en deuil. Certains étant portés sur l'avarice s'excusent de ne pas confectionner ces gâteaux en prétendant le deuil d'un lointain parent afin de pouvoir faire des économies. Ces karks et ces biscuits se trouvent aussi dans toutes les pâtisseries, mais ils sont surtout confectionnés dans les maisons populaires où les ménagères les préparent elles-mêmes. Et pour nous donner plus d'éclaircissements concernant les politiques touristiques, les dispositifs mis en place pour célébrer la fête et recevoir les visiteurs de partout dans le monde, et notamment le tourisme interne, nous avons le plaisir d'avoir avec nous M. Ilham Zayed, qui est expert en tourisme et ex-membre de la Fédération internationale du tourisme et de la Chambre du tourisme en Égypte. Monsieur Ilham Zayed, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir. Monsieur Ilham Zayed, évidemment, c'est la fête. Il y a beaucoup de dispositifs et de mesures qui doivent être entreprises pour célébrer la fête. Tout d'abord, au niveau des politiques touristiques durant la fête, est-ce qu'il y a eu un changement quelconque en matière des dispositifs, des dispositions sanitaires, des dispositions sécuritaires? Pour la fête? Oui. Non, je crois que, enfin, simplement dans certains endroits touristiques, il y a plus de sécurité pour s'assurer qu'il n'y aura les touristes ne seront pas lésés, c'est-à-dire que personne ne va essayer de les pousser ou quoi que ce soit. Je crois que ça n'arrive pas, mais par sécurité, on le fait. Au niveau des prix, alors vous êtes un disons, des politiciens en matière de tourisme, des preneurs de décision
au niveau de la politique des prix et des tarifs. Qu'en est-il pour la fête? C'est une saison, il y a certainement une augmentation et il y a l'inflation. Alors, comment est-ce que la chose est gérée? Ça, c'est une question très importante. Et d'habitude, la majorité de la composition de la facture que nous soumettons aux touristes, elle est composée de l'hôtel et peut-être parfois du vol intérieur et de la croisière sur le Nil, s'il y a lieu. Et cela sont notamment, nous les recevons en dollars, donc nous les traduisons en dollars tels qu'ils sont. Ni on ajoute, ni on soustrait. Parce que ça dépend du propriétaire ou du gérant de l'hôtel, c'est eux qui décident quel est leur montant de dollars. Alors l'astuce devient quand nous parlons de nos services à nous. Et nos services, c'est-à-dire les guides et bien sûr les autocars et tous les services qui sont rendus par les agences touristiques. Alors ces services-là, ils sont calculés bien sûr en livre égyptienne tel que nous le payons, et puis nous les traduisons en dollars en conséquence du taux de change bancaire de la banque égyptienne qui décide du taux de change jour le jour, la banque centrale. Alors, si par exemple on avait pensé, si le dollar aujourd'hui vaut 31 livres, donc on va faire l'échange au taux de 31 livres, ni plus ni moins. Est-ce que il y a quand même une grande occupation au niveau des hôtels, notamment de la part du tourisme externe, étant donné que aussi c'est une saison de Pâques? C'est un fait, oui. Et surtout, bien sûr, la Haute-Égypte est saturée, c'est archi plein. Et ça nous rappelle les beaux jours où il y avait vraiment beaucoup de monde qui venait, mais au long de l'année. Alors maintenant, c'est vraiment la très haute saison parce que c'est la Pâques aussi. Donc il y a les vacances scolaires en Europe et ça aide beaucoup à ce qu'il y ait un afflux immense de touristes qui viennent à cette époque-là. Les prix, il n'y a pas, on essaye de ne pas changer de prix. D'habitude, il y a des primes pour certaines dates, mais cette année, il n'y a pas eu de prime spéciale pour les dates de Pâques. Les années précédentes, avant 2011, il y avait des primes pour la Noël et pour Pâques. Mais maintenant, il n'y a pas de prime pour le moment. Est-ce que le tourisme arabe a repris? Le tourisme arabe s'était éclipsé durant les années précédentes. Il s'orientait plus vers l'Europe, vers la Turquie. Est-ce que le tourisme arabe a repris, notamment à la lumière du fait que l'Arabie saoudite a ouvert ses portes au tourisme actuellement? Oui, mais vraiment l'Arabie saoudite n'est pas encore compétiteur sérieux en ce qui concerne le tourisme, parce qu'elle attire un certain type de tourisme. Mais dans l'avenir, elle pourrait attirer beaucoup pour le tourisme balnéaire, surtout avec le projet qui va relier l'Égypte, la Jordanie et l'Arabie saoudite. Mais ça ne va pas beaucoup affecter le tourisme égyptien parce que nous avons d'autres variétés de tourisme que nous offrons. Nous offrons un tourisme de désert, ils peuvent l'offrir aussi. Les côtes de la mer Rouge, ils peuvent l'offrir, mais ils ne peuvent pas offrir des pyramides, ils n'ont pas de pyramides. Et ils ont certains vestiges nabatéens, comme il y a en Jordanie, et sur ça qui compte un peu sur le tourisme culturel. Mais à part ça, c'est pas une grande compétition pour le moment. Et qu'en est-il au tourisme russe qui quand même était de grande importance pour Sharm el-Sheikh et Hurghada? Oui, actuellement, il n'y a pas grand-chose pour le tourisme russe. Les touristes russes qui arrivent, ce sont des individuels ou des familles, mais ce sont vraiment des gens qui ont beaucoup d'argent, donc qui ne viennent plus en charter. Ce sont des gens qui viennent sur les vols, soit
de la compagnie nationale égyptienne ou de la compagnie nationale russe. Mais il n'y a plus de charters comme avant qui viennent en provenance de la Russie. Et c'est partout la même chose. Il ne faut pas se faire des illusions. Ils ont les problèmes de la guerre avec l'Ukraine. Donc ça a diminué le nombre de touristes qui sortent de la Russie. Alors, les quelques touristes qui sortent de la Russie, où est-ce qu'ils vont? Ils vont à Dubaï et ils vont aussi, très peu viennent en Égypte, et ils vont en Turquie. Donc c'est ça les touristes. Mais en Turquie, en hiver, c'est pas tellement attractif parce qu'il fait aussi froid qu'en Russie. Vous savez, la Turquie n'est pas un pays chaud. Par contre, Dubaï attire plus de touristes pendant cette saison. Mais ce ne sont pas les mêmes nombres, bien sûr, qui venaient auparavant à cause de la guerre avec l'Ukraine. L'État avait entrepris une démarche importante pour augmenter le nombre de touristes en Égypte en facilitant l'échéance de visa et l'obtention de visa. Est-ce que ceci a déjà été appliqué? Oui, ça a été appliqué pour certaines régions, ça a été appliqué pour des touristes qui trouvaient des difficultés à obtenir des visas pour entrer en Égypte. Maintenant, par exemple, pour les touristes indiens, s'ils ont un visa, surtout ceux qui travaillent dans les pays du Golfe, parce qu'ils ont assez d'argent pour voyager. Alors, s'ils ont un visa Schengen ou un visa des États-Unis ou un visa de l'Angleterre, ils obtiennent un visa pour l'Égypte. Donc, ça a beaucoup facilité. Et d'ailleurs, maintenant, l'Arabie saoudite applique ça comme exemple et ils appliquent la même chose. Moi, quand je suis allé en Arabie saoudite, dernièrement, il y a 2 mois, j'ai obtenu un visa sur place parce que j'avais un visa Schengen et parce que j'avais un visa des États-Unis. Alors, si on a un Schengen, États-Unis ou Angleterre, bien sûr, ils obtiennent le visa pour l'Égypte et la même chose vis-à-vis des Saoudiens, par exemple, pour l'Arabie saoudite. Il y a des pays qui n'étaient pas à la une auparavant, mais qui commencent à attirer les touristes, notamment les touristes égyptiens, comme l'Albanie, par exemple. Est-ce qu'en dépit de l'inflation, il y a pas mal de touristes qui vont vers l'Albanie, surtout que les prix sont très raisonnables? Voilà, alors justement, ce qui attire actuellement les touristes pour l'Albanie, c'est le prix. Parce que l'Albanie, à part les plages, il n'y a pas beaucoup d'histoire. Le pays, c'est un pays qui a été très longtemps fermé. Donc, ils peuvent attirer des touristes, mais des touristes bon marché. Enfin, je ne veux pas dire bon marché, mais avec des prix assez raisonnables. Donc, oui, l'Albanie peut attirer des touristes, mais ça ne représente pas vraiment quelque chose de sérieux comme il n'y a pas beaucoup de monde qui vont en Albanie. Monsieur Elham Zayed, vous êtes expert en tourisme et membre de la Chambre de tourisme en Égypte. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.